Voilà donc pour ce très beau film signé Pierre Izoard, T'en fais pas, je suis là, sur une idée originale de Samuel Le Bihan, qui nous fait donc le plaisir d'être avec nous ce soir en plateau pour évoquer ce sujet de l'autisme qui touche une personne sur 100 en France, soit plus de 700 000 au total. Alors justement, beaucoup de questions encore ce soir. Comment aider au mieux son enfant lorsqu'il présente des troubles autistiques? Comment le faire accompagner, le faire progresser et le mener lorsque c'est possible sur le chemin de l'autonomie? Pourquoi la France aussi, malgré 4 plans lancés en quelques années, 4 plans importants, est-elle toujours à la traîne sur les questions d'accompagnement et de dépistage? On en parlera ce soir. La prise en charge des enfants autistes a-t-elle progressé? Les familles sont-elles mieux soutenues dans ce parcours si difficile? On en parle donc à présent ce soir avec nos invités. Bonsoir Claire Compagnon. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes la déléguée interministérielle à l'autisme. C'est vous qui pilotez donc la politique publique de l'autisme en France. Vous nous direz ce qui a été mis en place justement par le gouvernement depuis 2 ans, depuis 2018, et ce qu'il reste à faire. Bonsoir professeur Frédéric Bonnet-Brio. Bonsoir. Merci également de votre présence ce soir. Vous êtes pédopsychiatre, vous dirigez le centre d'excellence pour l'autisme au CHU de Tours, où vous suivez des enfants, des familles avec des programmes, on en parlera avec vous, très individualisés. C'est la clé notamment pour faire progresser les enfants. Bonsoir Émilie Auteriot. Bonsoir. Merci de partager avec nous ce soir votre témoignage et votre histoire, car vous êtes la maman de 4 garçons de 4 à 19 ans, je crois. C'est ça. Dont Farel qui a 6 ans. Tout à fait. Et qui a été diagnostiqué autiste à l'âge de 27 mois. Tout à fait. Alors, vous nous raconterez votre quotidien et votre combat pour le faire progresser. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. À noter que Louise Pajot nous rejoindra tout à l'heure, éducatrice spécialisée qui accompagne également, vous le verrez et vous l'entendrez au quotidien, plusieurs enfants. Elle nous rejoindra pour nous expliquer son travail au quotidien. C'est très important avec les enfants. J'en profite également pour vous dire que, comme à chaque fois, vous pouvez bien sûr réagir en direct sur les réseaux sociaux. #la soirée continue. Et on salue également nos amis d'Europe 1 qui sont nos partenaires pour cette grande soirée fiction débat. Bonsoir Samuel Le Bihan. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir et bravo d'abord pour ce film que vous avez initié, que vous avez porté, que vous avez incarné. Inutile de le dire, mais pour vous, ce n'est pas un rôle anodin, c'est un rôle particulier et c'est une histoire particulière que vous racontez à travers ce film. Ouais, ça résonne de multiples façons, puisque c'est aussi principalement le rôle du père. C'est comment un homme va accepter l'amour dans sa vie, comment en devenant père il va devenir un homme, comment c'est son parcours, la façon dont il est complètement bloqué, triqué, qui est le plus handicapé des deux finalement. Lui en tout cas sur l'amour il l'est complètement. Et c'est ça aussi que j'avais envie de raconter, et puis évidemment un écho à ma vie personnelle, et de sensibiliser les gens à qu'est-ce que c'est au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire, comment faire avancer la cause, comment en parler. Ce handicap qu'on dit un handicap invisible. Vous croisez quelqu'un dans la rue qui a des comportements bizarres, au lieu de vous moquer, peut-être il faut se demander si cette personne a besoin d'amour aussi, elle a besoin d'attention, elle voudrait terriblement avoir une vie normale. Donc voilà, éviter les jugements faciles, un peu plus de compréhension. C'est un peu votre personnage à travers le personnage de Jonathan. Vous dites régulièrement avoir un enfant handicapé provoque une tempête émotionnelle dont on ne se remet pas toujours. Heureusement, moi j'ai envie de dire que c'est une expérience humaine insensée. Parce que sur des choses très simples, comme quand on les voit par exemple sur le scooter, vivre un moment de bonheur ensemble, juste sur une chose extrêmement simple, mais c'est un dialogue, là, il se passe quelque chose entre les deux. Et on vit des moments de dialogue extrêmement intenses qui se sont en dehors des codes, qui sont en dehors des méthodes, des manuels, et on redécouvre une autre façon d'aller l'un vers l'autre, et donc forcément la charge émotionnelle est extrêmement forte. Mais vous avez eu, vous aussi, comme Jonathan dans le film, la tentation de fuir et de ne pas affronter cette éducation-là, cet enfant. J'ai envie de dire, la faiblesse est humaine, et on y va, on est courageux, on prend ses responsabilités, on assume les choses, parce que c'est aussi l'amour qui vous guide, et puis c'est ce côté instinctif d'être père, mais évidemment, parfois on a envie de baisser les bras, parfois on a envie de vivre une autre vie. C'est une charge, et puis on y retourne, et on est ému, on est porté par quelque chose. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas de plus belle force en soi que de faire les choses pour quelqu'un d'autre. Et quelque part, ça vous rend plus fort, ça vous rend meilleur, ça tire de vous ce qu'il y a de plus beau. Donc,
Donc voilà, très vite, on reprend son rôle et on sait ce qu'on y gagne aussi. Quel âge elle avait, votre fille, quand vous avez découvert ou vous avez diagnostiqué le fait qu'elle était autiste? L'âge où on commence à intégrer le langage. L'âge où... moi, je m'en étais rendu compte... 2-3 ans non, c'est la deuxième année. La deuxième année. Le langage commence vers 18 mois et jusqu'à 24, mais elle ne montrait pas les objets du doigt, on ne chopait pas son regard, et le langage ne venait pas, et j'avais compris qu'il y avait quelque chose d'étrange et qu'un jour la crèche nous appellerait pour voilà. Et donc ça a démarré là. Comment vous avez... précisons, elle a 8 ans aujourd'hui, hein, oui. votre fille. Ouais. Comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez pris conscience, le diagnostic a été posé, qu'elle était autiste en tant que père? Comment est-ce qu'on vit ça? Il y a peut-être une anecdote. Un moment, je jouais au théâtre à ce moment-là, et en coulisses, tout d'un coup, j'ai été pris d'un moment d'effondrement. Juste avant de rentrer sur scène, je me suis mis à pleurer, à m'effondrer, et je pensais à elle, et je me dis, elle a son droit au bonheur. Son droit au bonheur, la peur qu'elle soit seule, abandonnée. Je me dis, si je suis plus là, elle aura qui pour l'accompagner? Et donc, c'est ça. Mon enfant n'aura pas la chance de vivre une vie comme les autres. Principalement, c'est ça, l'autonomie, les histoires d'amour, l'adolescence, les copains, les sorties, la découverte de ce monde, de la société. Voilà, elle ne pourra pas vivre tout ça. Et puis finalement, alors moi, c'est un cas particulier parce que ma fille... Donc c'est ça qui a suscité chez vous une grande tristesse, et ce moment d'effondrement? Oui, vraiment. Vraiment, c'est une injustice, un sentiment d'injustice, mais pour elle, hein, pas pour moi, pour elle, vraiment. Et d'être témoin de ça, et de ne pas pouvoir l'aider. De ne pas pouvoir... et puis c'est pas vrai, évidemment, tout va se mettre en route, mais le sentiment d'être impuissant face à quelque chose qui vous dépasse, et votre enfant, vous avez juste envie de le soutenir, l'accompagner dans la vie, et là, vous avez les mains et les pieds et les mains liés, quoi. Et donc, c'est incompréhensible, c'est vraiment... On rentre dans les mystères du cerveau, et de la fragilité humaine, la fragilité de l'existence. Alors vous n'êtes pas venu ce soir avec elle n'est pas en coulisses, mais j'ai lu que vous l'emmeniez beaucoup sur vos tournages, que vous l'emmeniez aussi en voyage, et que contrairement à ce que vous pensiez, en fait ça fonctionne et elle arrive à vous suivre. Ça a été une expérience assez incroyable, parce que vous savez, un enfant autiste, il a besoin d'un cadre apaisé et constant, et d'une espèce de planning, d'une routine, quelque chose de très sécurisé. Et l'inconnu l'angoisse. Et l'improvisation aussi. Et moi, j'avais des tournages, je devais voyager, j'avais des choses à faire à l'étranger. Elle était avec moi, j'ai sa garde, et je lui ai expliqué les choses. Alors qu'on n'arrivait même pas à prendre le train. Hein. Je lui ai expliqué les choses et on est parti. Je sais que je partais... Quand vous dites pas réussir à prendre le train, ça veut dire qu'elle... elle était très agitée, elle tenait pas, elle avait des moments d'angoisse, de crise, voilà, c'était complexe à gérer dans le train. Et on a pris l'avion et je partais en Indonésie, donc c'était vraiment très compliqué. Au bout du monde. On avait 16 heures d'avion avec des changements. Je lui ai expliqué les choses, je lui ai dit voilà, on va partir ensemble et ça va être compliqué, il va falloir... Et je ne sais pas pourquoi, c'est comme si elle l'avait intégré au-delà des mots. Et ensemble, en fait, son repère, puisque tout bougeait autour, le monde n'arrêtait pas de se bouleverser, son repère, c'était moi. C'est devenu moi. L'objet central, qui ne bougeait pas, qui était inamovible, c'était moi. Donc j'ai endossé cette responsabilité. Et du coup, pendant 2 ans, alors ça a été des tournages, ça a été... beaucoup de voyages, on a vécu ensemble des moments évidemment très forts, puisque fusionnels, et où il fallait s'adapter, où elle comprenait, et elle a développé d'autres facultés qui... Alors, sont pas... c'est particulier, hein, ce ne sera pas chez tous les enfants autistes, là, c'est quelque chose d'assez incroyable, mais qui a été... qui nous a nourris énormément tous les deux et qui aujourd'hui l'a énormément aidé à progresser aussi. C'est vrai que vous dites quelque chose. Alors d'abord, précisons que ce film, c'est aussi un prolongement du livre que vous avez écrit d'une certaine manière, même si c'était un roman sorti il y a 2 ans, salué par la critique, qui s'appelle Un bonheur, je
que je ne souhaite à personne chez Flammarion. J'en profite pour le présenter puisqu'il a été réédité en version poche. Mais vous dites quelque chose de très beau quand vous parlez de cette expérience avec votre enfant. Vous parlez d'un voyage au pays autiste pour les parents qui n'est pas facile et qu'il faut accepter, et que la vraie découverte, au bout du bout, c'est la rencontre avec soi-même. Ouais. C'est fort de dire ça. Bon, on apprend ce qu'on vaut aussi, hein. C'est-à-dire que là, à un moment, ça vous met à l'épreuve et on se dit, j'ai quand même réussi ça, et ça vous donne un peu de hauteur, hein. Vous regagnez aussi un petit peu en estime de vous, quoi. Oui. C'est ce que je dis, vous faites les choses pour quelqu'un, et faire les choses pour quelqu'un, ça vous donne une force et une détermination, mais inimaginable. Et on parlera de votre histoire tout à l'heure, Émilie, mais je vous ai vu acquiescer sur tout ce qu'a dit Samuel. C'est aussi ce que vous avez, j'imagine, vécu pendant toutes ces années. Tout à fait. Bien. Professeur Frédéric Bonnet-Briot, d'abord peut-être un mot de réaction à ce qui vient d'être dit, un mot de réaction aussi au film, et puis je voudrais qu'avec vous, évidemment, on tente de préciser les choses et de rappeler que l'autisme, c'est d'abord un trouble du développement, du fonctionnement cérébral. D'abord, est-ce que ça, parce que j'ai plein de questions à vous poser, d'abord, est-ce que ça veut dire qu'on naît avec ce trouble ou qu'il se développe ensuite? Une réaction, si justement vous m'avez permis. Moi, je suis amenée en effet à rencontrer justement beaucoup d'enfants, mais aussi beaucoup de parents. Et je rebondis vraiment sur ce que vous dites. C'est vrai que vraiment, c'est aller au bout de soi-même que de pouvoir aussi accompagner un enfant autiste. Et puis surtout, c'est découvrir, percevoir des choses qu'on n'avait absolument pas envisagées dans l'environnement extérieur, mais aussi soi-même. Je rebondis vraiment sur ce que vous dites. Moi, je suis très admirative de parents que je suis amenée à rencontrer. Et en même temps, il y en a pour lesquels aussi c'est très très difficile. Et il faut aussi pouvoir dire que tout le monde n'est pas armé de la même façon pour pouvoir avoir ce type de parcours. On en parlera évidemment. Mais c'est une aventure humaine extrême. Tout à l'heure. Sur la définition simple pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir de l'autisme, je le disais, c'est un trouble du développement du fonctionnement cérébral. D'abord, est-ce que ça veut dire qu'on est avec ce trouble? Et pourquoi parle-t-on de trouble et pas de handicap? Alors, donc c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire c'est un trouble du développement et du fonctionnement du cerveau qui commence dès la période in utero et qui va en fait impacter la construction de réseaux neuronaux qui eux-mêmes sont le support de traitement de l'information bien particulière, comme ce qu'on appelle l'information sociale. C'est-à-dire pouvoir percevoir la voix, le langage, mais aussi le regard, les mimiques. Tout cela en fait se fait par des réseaux neuronaux très particuliers, très spécifiques. Et en fait, dans ce trouble neurodéveloppemental, chez le bébé et même in utero, pour des raisons d'abord de complexité génétique, mais aussi en intrication avec des facteurs environnementaux, cette construction en fait de ces réseaux neuronaux se fait de façon atypique. Donc on est avec ces troubles. Le bébé naît avec le trouble, tout à fait. Et ensuite, l'expression va se faire au fur et à mesure du développement, au fur et à mesure justement du développement de tout ce que sont ces fonctions de communication. Je vous pose la question, et je voudrais qu'on le dise brièvement, mais c'est important de le rappeler. Je vous pose la question parce qu'il y a eu en France, d'ailleurs plus qu'ailleurs, un débat sur la vision psychanalytique à l'origine de l'autisme, hyper culpabilisant d'ailleurs pour les parents. On en est sorti maintenant. Alors, il ne doit plus y avoir de débat. Il ne doit plus y avoir de débat. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Les connaissances maintenant sont là pour le montrer et maintenant il faut travailler dans ce sens. 700 000 personnes en France qui sont concernées, je le disais tout à l'heure en introduction, par des troubles autistiques. Ça représente, le chiffre est assez incroyable, une naissance sur 60, c'est ça aujourd'hui la proportion ? Tout à fait. C'est un chiffre important dont il faut évidemment prendre connaissance, prendre conscience, et puis surtout qui montre aussi qu'il y a une grande variété aussi des formes cliniques d'autisme et que l'autisme ne concerne pas que les enfants. Quand on dit 1%, c'est vraiment 1% de la population générale. Donc il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les adultes qui sont concernés par l'autisme. Oui, et beaucoup qui n'ont pas été officiellement diagnostiqués et qui vivent avec ce trouble sans avoir un diagnostic à proprement parler Oui, c'est vrai, c'est encore le cas notamment pour les adultes. C'est d'autant plus vrai pour les adultes que pour les enfants en France. Parce que les adultes qui ont actuellement 30 ans, si vous voulez, quand ils étaient petits, il y a 30 ans de cela, les connaissances n'étaient pas du tout les mêmes. Et les systèmes notamment de diagnostic n'étaient pas les mêmes non plus. Alors professeur, l'un des éléments clés qui est suggéré dans le film, c'est le repérage et le diagnostic. Plus l'autisme est pris en charge tôt, plus l'accompagnement et la progression de l'enfant sera efficace dans la durée.
Complètement, parce qu'en fait, comme l'autisme est un trouble dit neurodéveloppemental, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire la mise en place de ces connexions cérébrales, on sait aussi maintenant que le cerveau a une propriété absolument exceptionnelle, c'est sa plasticité. Et cette plasticité, elle est très forte justement pendant la petite enfance. Et donc, plus on intervient tôt, avant que finalement les symptômes aussi ne s'installent trop, plus on peut aider à relancer cette trajectoire de développement. Et tous les enfants sont capables justement de redévelopper des capacités de communication, d'interaction, grâce à cette plasticité cérébrale. Bien, ça c'est pour le constat général. Je donnerai la parole à Claire Compagnon dans quelques secondes. D'abord, est-ce que la France a progressé sur ce niveau de diagnostic et la précocité du diagnostic ? Alors, moi, je travaille dans un centre à Tours qui avait été pionnier aussi à l'époque, mais il y a 50 ans de cela. Il y avait un papa qui avait dit Tours, à l'époque, c'était l'île au milieu de l'océan. Je crois que ce n'est plus le cas, justement, maintenant en France. Vraiment, nous ne sommes plus les seuls, bien heureusement. Il y a vraiment maintenant, les connaissances sont quand même beaucoup plus diffuses sur l'ensemble du territoire, même s'il y a encore une inégalité territoriale quand même. Claire Compagnon, même question. D'abord, si vous voulez réagir au film, évidemment, je vous en donne le temps nécessaire. Sur cette question du dépistage, c'est l'un des engagements du dernier grand plan du gouvernement, lancé donc en 2018. Et pourtant, la France est encore en retard, je le rappelle. C'est l'un des pays de l'OCDE qui est le plus en retard sur la question de l'autisme, de son accompagnement, de son dépistage, plusieurs fois condamné par le Conseil de l'Europe pour ses manquements. Sophie Cluzel, qui est en charge des personnes handicapées, secrétaire d'État, avait dit à l'Assemblée nationale, lorsqu'elle avait pris ses fonctions, c'est une situation indigne de notre République. Pourquoi ce retard de la France ? Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons et je crois que le film, d'une certaine façon, montre aussi tous les enjeux. On voit la question des soins quand ce petit garçon a des troubles importants. On voit la question de l'éducation, aller à l'école, de ce qu'il faut mettre autour, du soutien aux familles, de la scolarisation, je l'ai dit, mais aussi plus tard, quand ils deviennent adultes, du travail, de l'emploi. Mais sur le diagnostic, est-ce qu'il n'y a pas un problème de structure, un problème de personnel ? Alors, c'est un des engagements très très forts que nous avons pris, de mettre le paquet, si je puis me permettre cette expression, sur la question du repérage précoce. Ça passe par plein de choses. La première des choses, c'est qu'il faut outiller, et ça n'existait pas dans notre pays, les médecins pédiatres, les médecins généralistes pour qu'ils repèrent. Samuel le disait tout à l'heure, il a commencé à s'en apercevoir sur la question du langage. On peut le voir sur la question de la motricité, sur plein d'aspects. Donc, le plus tôt possible, tous les professionnels de la petite enfance, on est en train de les outiller pour repérer. Et puis après, il faut que, une fois qu'on a repéré, il faut mettre en place les interventions adaptées et faire le diagnostic. Et c'est tout l'enjeu. Et donc là, aujourd'hui, on installe un peu partout en France des plateformes d'intervention précoce pour permettre à ces enfants d'être repérés, identifiés et pour lesquels des professionnels vont intervenir de la façon la plus pertinente qu'il soit. Alors justement, sur ces plateformes, c'est un des éléments importants du plan Autisme 2018. Une quarantaine de plateformes sont ou vont être déployées sur l'ensemble du territoire. Elles le sont déjà. Elles sont, et on en attend, c'est une bonne nouvelle. On attend 70 de plus. Pour tous les parents qui nous regardent ce soir et qui sont peut-être un peu désarmés face à l'autisme de leur fils ou de leur fille, comment ça fonctionne concrètement, ces plateformes ? Un médecin, un pédiatre, un médecin généraliste repère qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il remplit un document, ce qu'on appelle dans notre jargon un formulaire d'adressage, vers la plateforme. La plateforme va prendre en compte ces premiers éléments, des écarts au développement. Il va regarder ce qui se passe. Ce médecin, la plateforme entend, prend en compte et tout de suite oriente vers un orthophoniste, un psychomotricien, un ergothérapeute, un autre médecin si nécessaire, un pédopsychiatre, pour regarder très précisément. Avec l'idée d'aller plus vite, de gagner du temps, encore une fois. Je suis allée la semaine dernière à Rouen, par exemple. Les coordonnateurs de la plateforme de Rouen, ils reçoivent 15 enfants par semaine qui sont repérés par des médecins généralistes ou des pédiatres. Ils m'ont dit on gagne 1 an. Vous imaginez, on gagne 1 an parce qu'on intervient le plus vite possible. Précisons, pour encore une fois tous les gens qui nous regardent et qui connaissent ça de loin, le délai d'attente, c'est hallucinant, pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste pour un diagnostic, en moyenne en France, c'est 446 jours. 446 jours. Alors le gouvernement s'est engagé à réduire ce délai à 6 mois.
Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais 446 jours. Ce qu'il faut dire pour rassurer colossal. les téléspectateurs, c'est que c'est une moyenne nationale pour l'ensemble des situations. Par exemple, l'équipe de Tours de Frédéric Bonnet-Brio, quand elle a un tout petit qui est concerné, un enfant très jeune, va mettre le paquet pour intervenir tout de suite dans un délai, 3 semaines, 1 mois, c'est ça Frédéric ? Voilà, donc toutes les équipes en France, dès qu'on a une suspicion chez un enfant tout petit, on intervient le plus vite possible. Donc ce délai, évidemment, c'est pas admissible et on est bien conscient de ça et on met en place tous les moyens pour faire tomber ce délai et pour réduire de manière considérable. L'idée, c'est d'arriver à 6 mois. L'idée, c'est d'arriver en moyenne nationale à 6 mois. Bien. Quels sont, professeur, les signes qui permettent de détecter un enfant autiste quand on est parent, mais aussi quand on est pédiatre, médecin généraliste ? Vous l'avez très bien expliqué. C'est vrai qu'alors la première année de vie, il peut y avoir des petits signes, mais qui sont en général aspécifiques. Donc on est très prudent. Un bébé qui est par exemple très hypotonique, au contraire très raide dans les bras, qui a des cris un petit peu inhabituels, qui ne babille pas. Et puis très classiquement, c'est vraiment entre 12 et 18 mois, avec l'absence de pointage à distance, l'absence de contact oculaire, du développement du langage, un enfant qui joue de façon un petit peu plus routinisée. Ça, ce sont vraiment les signes d'alerte qu'ont repéré les parents et puis qui doivent bien sûr exprimer au pédiatre et au médecin traitant qui doit les écouter. Ouais. Et justement, est-ce que les professionnels sont suffisamment formés ? On a eu, vous savez, tout un tas de témoignages qui nous sont remontés en préparant cette émission, de parents qui nous ont dit que souvent les pédiatres jouent la montre, temporisent et refusent de poser le diagnostic de l'autisme ou de parler d'autisme avant l'âge de 3 ans. Alors ça, c'est un enjeu majeur, en effet, c'est la formation des pédiatres et des généralistes pour le diagnostic précoce, parce que sur les bancs de la faculté, même moi, vous voyez, je n'ai pas appris justement cette sémiologie-là, en fait. Et c'est une véritable sémiologie, de savoir comment un enfant, un bébé développe sa communication. Et donc l'enjeu, il est majeur, c'est de former ces pédiatres, ces généralistes. Il y a un guide de repérage qui a été mis en place depuis un an. Oui, tout à fait. Donc il y a un guide de maintenant. repérage, et puis c'est ensuite dans la formation des médecins, les choses là encore quand même progressent. Il faut vraiment apprendre ça sur les bancs de la faculté pour pouvoir ensuite le repérer dès qu'on est en exercice dans son cabinet. Émilie, vous, à quel âge votre enfant a commencé à manifester, ou en tout cas vous vous êtes dit, tiens, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ? Alors moi, je me suis aperçue qu'il avait des réactions, des comportements anormaux entre 6 et 15 mois. Et ça se manifestait de quelle manière ? Alors déjà, c'était un bébé beaucoup trop calme. Calme. Oui, trop calme. Il était très solitaire, il ne soutenait pas le regard. Non verbal, il ne faisait que crier ou des petits bruits. Il avait des gestes bizarres. Il avait beaucoup de flapping. Enfin, il n'arrêtait pas d'agiter ses mains. Aucun tonus musculaire. Il a marché très tard, à l'âge de 27 mois, avec beaucoup de difficultés. Et puis, un attachement inconditionnel à mon égard. C'est-à-dire que si je n'étais pas dans son champ de vision, l'horreur, il rentrait dans une crise démesurée. Donc voilà, je devais toujours rester à côté de lui, avec lui. Il y a eu également aussi des gros troubles du sommeil qui ont à peu près 6 mois. Ah oui, ouais. Et à quel moment vous en avez parlé avec le pédiatre, le médecin généraliste, le médecin de famille ? Alors moi, en fait, ce qui s'est passé, comme j'étais déjà maman de 2 enfants avant, j'ai regardé sur Internet. Vous aviez l'expérience ? Un petit peu, oui. Oui. J'ai regardé sur Internet et tout de suite, il y a un mot qui est ressorti, c'est autisme. À partir de là, j'ai regardé... Quand vous dites rapidement, c'est-à-dire au bout de combien de mois ? Aux alentours des 15 mois, j'ai regardé. 14-15 mois, j'ai commencé à regarder. J'ai vu pas mal de vidéos où il y avait des petites choses à faire avec les bulles, faire tomber un objet à côté. Et voilà, j'ai fait ce genre de choses, plus les troubles du comportement de Farrell, et j'ai compris qu'il était autiste. Mais vous en avez parlé en parallèle Non, j'en ai parlé à personne. Personne, même pas mon mari. Parce que je voulais être sûre. Même pas votre mari ? Non, j'en ai parlé qu'une fois que j'ai été sûre et que j'ai eu la certitude qu'il était autiste. Donc vous avez vécu avec ça Ça a été compliqué, pendant 2-3 mois, parce que ça, vraiment, on va dire qu'à partir de 13 mois, réellement, là, on voit que vraiment, ça ne va pas s'arranger, j'ai envie de dire, les comportements. En plus, moi, Farrell, il faisait des choses qui étaient quand même très impressionnantes. Il empilait des jouets par forme, par couleur, il arrivait même à reformer son prénom. Les lettres, il a une mémorisation visuelle importante. Il avait 13-14 mois. Enfin, c'est très impressionnant. C'est des choses qui font même peur. Quand on découvre, tout empilé par... Il faisait du tri, quoi. Il avait également des gros troubles alimentaires. Il mangeait qu'une seule sorte de pot bébé de 6 mois, qu'une seule sorte de yaourt. Il ne mâchait pas. Il avait des problèmes d'oralité.
Et quand vous êtes parvenu à poser le diagnostic, vous étiez sûr que c'était des troubles autistiques. Moi, vous avez ensuite mis en place un accompagnement particulier. Oui, j'en ai parlé à mon mari d'abord, qui lui a eu beaucoup de mal. Voilà, il m'a dit non, c'est rien, on va aller voir un médecin, c'est peut-être pas ça, faut pas aller trop vite. Bon. J'ai été voir mon pédiatre. Il a confirmé qu'effectivement, il y avait des troubles autistiques. Il m'a donc orientée vers le CAMPS. C'est le Centre d'action médico-sociale précoce du Loir-et-Cher. Seulement 6 mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Et moi, il était pour moi impossible d'attendre 6 mois sans rien faire. Parce que j'avais très vite compris en regardant sur Internet que ça allait être le parcours du combattant et qu'il fallait mettre en place une équipe de professionnels autour de Farrell, quoi, très vite. Donc, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé toutes les psychomotriciennes, orthophonistes du Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire. Seulement, le problème, c'est que pas de place. Très peu étaient formés, parce que je vous parle de ça il y a 5 ans maintenant. Très compliqué. Seulement, il y en a 2 qui ont pris la peine de me rappeler. J'ai raconté notre histoire. Voilà, j'ai décrit Farrell. Elles ont accepté de travailler ensemble. Du coup, voilà, tout a démarré. J'ai également mis un psychiatre en place. Quel âge a-t-il à ce moment-là, quand vous mettez en place ce protocole ? Ça protocole ? commence à 22 mois. À 22 mois. Il a 2 heures par semaine de psychomotricité, 2 heures d'orthophonie. D'ailleurs, je me déplace dans l'Indre-et-Loire pour y aller. Hein. C'est très compliqué parce que Farrell, les trajets en voiture, c'est une horreur à cette époque-là. Également, je prends rendez-vous avec un psychiatre pour mettre en place un traitement pour Farrell parce qu'il faut savoir qu'on a des phases de sommeil où il ne dort que 3 heures par jour. Ça peut durer 3, 4 mois. C'est épuisant, ça, C'est pour les épuisant. parents. Je crois qu'il n'y a rien de pire psychologiquement que le manque de sommeil. Là, on est vraiment mis à rude épreuve. On n'est plus objectif, on n'arrive plus à réfléchir. C'est très compliqué. Et quand vous avez mis en place ce protocole et cet accompagnement spécifique, vous avez observé immédiatement ou dans les semaines et les mois à venir des progrès ? Non, pas tout de suite. Déjà, vous savez, il faut, pour commencer des séances, moi, on les a commencées dans le couloir. 5 minutes par 5 minutes. On ne pouvait même pas rentrer dans la pièce. On ne pouvait même pas lui donner un objet. Enfin, voilà, il refusait vraiment le contact déjà avec les adultes et ses pairs. Enfin, vraiment, ça a été très dur. Alors, on y a été petit à petit. Ça a mis plusieurs mois, voire années avant qu'il puisse rentrer, se mettre au travail. Il y a une confiance, il faut le connaître. Il faut connaître ses intérêts restreints, tout ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Ça a fonctionné ? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, voilà, il y a eu une autre orientation qui s'est associée à la prise en charge avec mes libéraux. Et là, évidemment, il y a une énorme évolution. Et je crois que vous vous êtes aussi investi, évidemment, mais investi dans l'accompagnement de votre fils. Vous vous êtes formé vous-même à toutes ces techniques ? J'ai cherché, tout à fait, parce que j'ai compris qu'il fallait que j'ai les cartes en main, il fallait que j'ai les outils pour pouvoir apprendre à Farrell un certain nombre de choses. Il ne communique. En fait, il ne parlait pas, donc il ne faisait que crier. Je ne comprenais des fois même pas pourquoi il criait. Voilà. Alors j'ai eu besoin de rentrer en relation avec mon fils. Et donc je me suis formée au PEX, la communication échange par image. J'ai également suivi des formations ABA, donc sur le comportement, et qui m'ont beaucoup aidée. En fait, sans le savoir, voilà, on utilise déjà ces méthodes depuis qu'ils sont tout petits. Hein. Tu fais ça, tu auras ça, je te donne ça pour que... Voilà. Bon, mais du coup, il faut vraiment... Parce que c'est des méthodes très compliquées à suivre. Hein. Il y a des phases qu'il faut respecter. Enfin, c'est très dur. Comment va-t-il aujourd'hui ? Il va très bien. Il va très bien. Et les progrès sont immenses ? Franchement, oui. Grâce à vous Moi, aussi, il a bénéficié. Oui, enfin, il a bénéficié surtout d'une prise en charge intensive et très tôt. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Il avait des très bons professionnels aussi qui étaient très bien formés. Parce que ça, c'est important. Parce que la formation, c'est pas d'avoir 1 ou 2 patients autistes, en fait. C'est vraiment aussi d'être dans... Alors, voilà, l'autisme, c'est un travail d'équipe avec différents outils. Hein. C'est toutes les méthodes mélangées qui fonctionnent, en fait. Il n'y a pas une méthode particulière. Est-ce qu'au milieu, pardon de le dire comme ça, mais au milieu de ce chaos que vous décrivez quand même, c'en est un, j'imagine. Oui, il y a des moments de bonheur. Ah oui, immenses. Voilà, on rigole beaucoup. La scène avec le casque décrit beaucoup de choses. On se met dans des situations où les gens doivent nous prendre pour des fous parfois. Et oui, on rigole de beaucoup de choses. La scène des petits pois, là, c'est pareil. Alors moi, il ne mange pas de petits pois. Mais voilà, je me suis retrouvée dans plein de choses. Et oui, on a des moments de bonheur. Effectivement, il est rempli d'amour, Farrell. Il nous apporte beaucoup. J'ai beaucoup appris avec Farrell. Oui. Sur vous aussi ? Sur moi-même. Déjà, je ne pensais pas avoir la force. Moi aussi, à un moment donné, je me suis dit, je ne serais pas capable. Et en fait, à chaque fois que je me lève, je me dis que c'est un jour nouveau et qu'aujourd'hui, on verra ce qui va se passer. Avec des sacrifices énormes, parce que je crois que vous avez dû arrêter votre activité professionnelle. Je ne peux pas travailler. C'est impossible. Et puis, je n'ai pas que Farrell. Donc, voilà, c'est compliqué aussi. Il y a des dommages collatéraux sur notre famille, nos enfants. Je suis maman, mais pas que maman, en fait. Voilà, on a plusieurs casquettes.
C'est ça qui est Il y a compliqué. un papa qui travaille beaucoup, Qui travaille beaucoup pour qui assumer rentre à les charges 19h et qui financières. se lève à 4h du matin. 4h du matin, qui rentre à 19h, qui travaille dans l'Indre-et-Loire. Voilà, c'est très compliqué. Samuel, peut-être un mot de réaction sur le parcours de madame. Et puis vous, on va en parler, vous êtes évidemment très impliqué maintenant dans l'accompagnement des familles et des enfants autistes et dans la recherche aussi. D'abord, quels conseils vous donnez quand vous voyez des parents un peu démunis? Quel premier conseil vous avez envie de leur donner Je sais pas. Vous ne savez pas. Non, vraiment, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, évidemment, ça fait écho à mon histoire, bien que ma fille, je pense que c'est plus léger, donc il n'y a pas un autiste qui est pareil, il n'y a pas un niveau, c'est ça qui est troublant, on ne peut pas se retrouver autour de quelque chose de commun. En plus, maintenant, on met les Asperger dans les... Alors, c'est encore autre chose, c'est que les Asperger n'ont pas de problème intellectuel, en tout cas sur le QI n'est pas touché, mais c'est plus dans les échanges sociaux. Donc c'est un peu fourre-tout l'autisme, et chaque cas est un peu particulier. Je pose la question parce que vous avez voulu aider par tout un tas d'initiatives d'autres parents en créant notamment Autisme Info Service. C'est une plateforme soutenue notamment par le gouvernement, à laquelle les parents peuvent être orientés, peuvent trouver des réponses, peuvent se tourner quand on est, voilà, encore une fois, démunis et qu'on manque de réponses. Il n'y avait pas de plateforme téléphonique nationale. Ça paraît dingue, ça, d'ailleurs. Oui, parce que c'est complexe, c'est ce que disait Claire Compagnon, c'est-à-dire que ça concerne à la fois du juridique, ça concerne du médical, du social, remplir un dossier MDPH. Enfin, c'est extrêmement complexe, et donc il faut beaucoup de ressources derrière, et ça coûte cher. Donc, vous savez, depuis 30 ans, j'ai l'impression que c'est les parents qui ont fait évoluer les choses en France, qui ont fait vraiment bouger les lignes, qui ont ramené des méthodes éducatives, qui sont battus pour que les méthodes comportementalistes soient acceptées par les médecins. Et moi, j'en ai bénéficié. J'en ai bénéficié pour ma fille, vraiment 30 ans de combat. Et donc, c'est à mon tour aussi de pouvoir prendre le relais. Et évidemment, il manquait cette plateforme qui puisse unir en fait toutes les initiatives qui ont été faites, des diverses associations qui font toutes des choses, un travail formidable, autour d'un numéro de téléphone où on puisse avoir du conseil, du suivi, des questions pointues, que ce soit juridique ou autre. Un guichet unique pour toutes les réponses. Oui, et aussi de l'écoute. L'écoute, pendant le confinement, ça a été un soutien moral essentiel, parce que nous, on était ouverts, et à la fois, c'était du conseil, comment vivre avec un enfant autiste dans 30 mètres carrés, et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir commencer à rassembler de l'information, et à pouvoir être une ligne directe aussi entre recevoir ce que les parents ont envie de nous témoigner et nous de pouvoir le communiquer au gouvernement aussi. Il y a quelque chose de fondamental dans ce qui vient d'être dit, professeur, c'est le parcours individualisé pour chaque enfant. Voilà. C'est ce que disait Samuel Le Bihan, c'est-à-dire qu'il y a autant d'enfants autistes qu'il y a d'enfants qui ont ce type de troubles. Et donc, il faut adapter en permanence. Il faut adapter les réponses, l'accompagnement. C'est ça qui vraiment fait évoluer les enfants? Tout à fait. Ça, c'est vraiment un élément très important. C'est qu'à chaque enfant, son plan individualisé d'intervention et d'accompagnement. Chaque enfant ou chaque adulte, de la même façon. Et pour individualiser à chaque fois ces prises en charge, c'est vraiment basé sur des évaluations. Ce qui est très important, c'est qu'il y a toujours, au-delà du diagnostic, si vous voulez, d'autisme, il doit y avoir ce qu'on appelle des bilans fonctionnels. On doit évaluer le fonctionnement de l'enfant dans le domaine cognitif, socio-émotionnel, langagier, sensorimoteur, à un instant T. Et à partir de là, on définit justement les modalités d'intervention. Le défi, c'est vraiment, pardon pour l'image, mais le défi, c'est vraiment d'aller le chercher dans sa bulle pour le reconnecter au monde extérieur? Alors, c'est de lui donner, en effet, si vous voulez, d'avoir des moments justement d'intervention. On va vraiment chercher à pouvoir l'aider à nouveau à se synchroniser à l'autre et à redévelopper ses capacités de communication et d'interaction. On sait que si on a une analyse très fine, justement, de ce qui est difficile pour cet enfant à un moment donné dans la perception de son environnement, dans sa capacité pour lui à traiter ou pas, par exemple, en même temps, la voix et le regard. Si ça, pour lui, c'est compliqué, bien, on va y aller à un moment donné sur un temps plutôt unimodal, et on va à chaque fois créer ces temps-là où on va aider à redévelopper ces systèmes de communication. Et vous dites ne jamais oublier qu'on rencontre d'abord une personne. Tout à fait. Avant de rencontrer quelqu'un qui est porteur d'un trouble de l'autisme. C'est d'abord un enfant avec son caractère, ses qualités, ses défauts. Voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on oublie des fois l'autisme, si vous voulez, fait oublier qu'en effet, derrière, finalement, l'enfant
des goûts, des intérêts, des qualités, des défauts. C'est une personne et qu'il faut aussi accompagner ça, bien sûr s'occuper de l'autisme, mais aussi, voilà, ils n'ont pas tous les mêmes envies, les mêmes qualités, les mêmes goûts. Alors on va parler de l'école avec vous, notamment Claire Compagnon, parce que c'est l'un des engagements du plan autisme, que chaque enfant, à partir de 3 ans, puisse bénéficier d'une place à l'école avec l'idée d'une société qui n'exclut pas, mais qui est inclusive. Et on va voir l'importance de l'école pour la progression des enfants. C'est la clé qui permet notamment aux enfants de s'intégrer à la société et d'acquérir une autonomie pour avoir un avenir. Je voudrais, pour que chacun comprenne, partager avec vous ce soir un document porteur d'espoir. C'est une tranche de vie. Depuis 15 ans, la journaliste Laetitia Legendre suit pour nous à la rédaction de France 2 le parcours d'un jeune garçon autiste. Il s'appelle Édouard. Eh bien, vous allez voir ce qu'il est possible d'accomplir en quelques années avec cette idée d'inclusion. Regardez. C'est l'une des missions de la journée pour Édouard Cousin, la préparation des crêpes. Cet autiste de 20 ans est commis de cuisine dans une brasserie lilloise. Au fil du temps, il a appris à doser la pâte, à gérer le gaz, la chaleur et le temps de cuisson. Qu'est-ce que vous cuisinez aujourd'hui? Vous cuisez des crêpes. Des tâches complexes qu'il y a encore 6 mois, il n'assumait pas seul. Qui aurait imaginé que le jeune autiste que nous suivons depuis plus de 12 ans ferait autant de chemin? Ces images datent de 2003. Édouard ne parle pas, dort peu, se tape la tête contre les murs. Mais l'équipe pédagogique accepte de le garder en classe et année après année, le petit autiste apprend à se contrôler. Pour qu'Édouard progresse, sa mère aussi a dû repenser toute son éducation. Avec l'aide de Virginie, elle réapprend à le faire travailler, à se concentrer, le cadre en permanence, selon une méthode importée des États-Unis. Il y a 4 ans, quand nous le retrouvons, oh oui, Édouard. Il a décroché un stage à temps partiel dans un grand restaurant de Qu'est-ce qu'il y a, Lille. Édouard? Où la boule? Une intégration réussie grâce à son éducateur qui répète avec lui chaque tâche. Aujourd'hui, il se débrouille tout seul. Cela fait 3 ans qu'il travaille dans cette brasserie. Et il vient même d'y décrocher un CDI à temps partiel. Le CDI en main? Oui. On ressent quoi? Une immense fierté. C'était imaginable ça? Non. Il y a 15 ans? Non. Édouard sera toujours autiste. Édouard sera toujours différent. Mais Édouard, il aura sa vie, ses amis. Peut-être qu'un jour, il rencontrera quelqu'un. Parce que le but, c'est ça. Il va quitter notre maison pour avoir la sienne. Et ça, ça c'est quoi? Ça, c'est le respect de sa différence. C'est fort ces images, hein, Samuel Le Bihan, et ce témoignage. Et puis Ouais, la progression de l'enfant. La joie et l'émotion de la mère est extrêmement puissant, quoi. Ah ouais. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en neurosciences, on a fait des progrès incroyables et qu'on est capable de mettre en place des méthodes où on parle de l'élasticité du cerveau. C'est inimaginable. Je vois ma fille, par exemple, avec des écholalie, on me disait non, ça va disparaître, mais j'arrivais pas à y croire. Et à force d'exercice, à force de travail, ça a disparu et le cerveau est en train de capter tout un tas de choses inimaginables. Et sur l'inclusion, Claire Compagnon, qui est l'un des engagements, je le disais juste avant de lancer ce très beau reportage, c'est incroyable. Hein. Enfin, Mais on voit bien tout ce qu'on peut faire. Le travail qui est accompli pour la progression des enfants. Et ça passe par l'école, vous avez vu. Et ça passe par l'école. L'inclusion à l'école, c'est l'un des grands engagements du gouvernement, faire en sorte que chaque enfant autiste puisse, dès 3 ans, être accueilli dans une école ordinaire, avec un accompagnement privilégié. Est-ce qu'on y arrive ? Alors on y arrive de plus en plus. On y arrive de plus en plus et de mieux en mieux. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui plus de 40 000 enfants à la rentrée scolaire de septembre 2020 qui ont été d'enfants autistes qui sont aujourd'hui scolarisés à l'école ordinaire. Et on y arrive de plus en plus et plus longtemps. C'est-à-dire qu'avant, les enfants étaient très peu scolarisés et aujourd'hui, il y a un grand nombre d'enfants qui vont de plus en plus à l'école sur des temps de plus en plus longs. Mais ça veut dire que l'école doit s'adapter et une des façons de s'adapter pour l'école, c'est de mettre en place des ressources. Tout à l'heure, vous le disiez, Samuel, il faut plein de gens autour d'un enfant autiste. Et bien, il faut que tous ces gens qui doivent intervenir, que ce soit des éducateurs, que ce soit des orthophonistes, que ce soit des psychomotriciens, ils soient présents dans l'école
à la fois pour l'enfant aussi, mais pour soutenir les enseignants dans cette démarche d'accueillir un enfant dans leur classe. Alors on va en parler, une éducatrice va venir nous rejoindre dans quelques instants. D'abord, professeur, sur l'importance de cet accompagnement et de cette place à l'école, cette inclusion à l'école, c'est vraiment un élément essentiel qui fait progresser l'enfant ? Oui, alors la place à l'école, c'est vraiment un élément essentiel. Après, c'est une des clés, bien sûr, de la progression. Hein. Et comme on l'a dit depuis le départ, à chaque fois, c'est vraiment l'aspect global de l'intervention et de l'accompagnement, que ce soit justement sur le plan de la rééducation du langage, en orthophonie, en psychomotricité, l'intégration à l'école. Et à chaque fois, vraiment, il faut pouvoir avoir ces objectifs-là d'apprentissage pour l'enfant, ça c'est très important, mais aussi de redéveloppement de ses capacités de communication, et ça, l'individualiser au mieux. En fait. Et dans ce qu'on vient de voir avec le reportage d'Édouard, chaque enfant autiste est capable d'une progression de cet ordre-là ? Alors, ce qui est fondamentalement important, chaque enfant est capable de progresser et chaque adulte aussi est capable de continuer à progresser. C'est ce qu'on appelle les trajectoires évolutives. Après, la dynamique de ces trajectoires, elle ne va pas être toujours évidemment la même. Hein. On sait qu'elles sont très variées. On parle quand même maintenant de 20% d'évolution dites très positives. Moi, j'ai la chance maintenant, justement, comme j'ai suivi aussi des enfants depuis un certain temps, d'avoir vu des enfants qui, à 5 ans, ne parlaient pas et qui ont passé le bac il y a même 2-3 ans. Oui, tout à fait. Donc ça, on sait que c'est possible. On sait que c'est possible, mais évidemment, tous les enfants n'ont pas forcément ces trajectoires-là. Ça va être très varié et c'est ça qu'il faut évidemment à chaque fois essayer de mettre en place le plus tôt possible. Votre fils, Émilie, il va à l'école ? Un petit temps, c'est ça, 1 heure par jour ? Alors aujourd'hui, effectivement, il a une orientation en Ulysse. Il y va 1 heure par jour. Alors il a commencé que début octobre parce qu'il avait un temps plein, mais il était impossible pour Farel d'aller 7 heures à l'école. Voilà, alors il est accompagné. Avec une accompagnatrice ou un accompagnant ? Un accompagnant, un AESH. La chose vraiment importante, c'est d'offrir à ces enfants des possibilités adaptées pour tous les cas de figure. Voilà, 1 heure par jour. Certains sont capables d'aller à l'école 7 heures avec des moyens d'accompagnement comme une AVS, un professionnel spécialisé auprès d'eux. D'autres ont besoin de plus de moyens. Et c'est ça tout l'enjeu de notre politique, c'est de vraiment adapter l'offre en fonction des besoins des enfants. Alors justement, Claire Compagnon, pour que l'on comprenne bien à quel point il est important pour un enfant autiste scolarisé d'être accompagné par une AVS, c'est-à-dire une auxiliaire de vie scolaire ou un auxiliaire de vie scolaire formé, je vous propose de regarder cet extrait avec Paul. C'est un petit garçon autiste intégré dans une classe de CE1. C'est un extrait de 13-15 Le Samedi réalisé par Peggy Leroy avec Henri de Sonnet et Anthony Santoro. J'en profite pour vous saluer, vous remercier, professeur Bonnet-Brio. Vous allez céder votre place à une éducatrice qu'on va retrouver dans quelques instants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On regarde et on se retrouve dans quelques secondes. Quand cela va un peu trop vite pour Paul, il travaille dans la classe d'à côté, avec son aide scolaire, Kala. Paul, regarde ce que tu fais, Paul. Allez, Paul. Avec elle, depuis quelques mois, il apprend à lire. Bois. Regarde ce que tu lis. Bois. Bois. Ouais. Non. C'est quel son, ça? Je connais ça, Paul. Greux. Non. Très bien. Elle applique une méthode qui récompense chaque effort de l'enfant. Très bien. Super, regarde, tu as toutes tes billes. Quand vous dites on lui met une bille, vous descendez une bille? Oui, je descends une bille. D'accord. Ouais, voilà. Et au bout des 10 billes gagnées, il a sa récompense. Et là, sa récompense, c'est quoi? Alors là, sa récompense, c'est l'histoire. Tu nous montres, Paul? Tu montres ton histoire, Paul? Tu vas lire? Tu montres l'histoire qu'on va lire? Un vaisseau extraterrestre plein de monstres aux oreilles pointues, aux yeux roses, aux petites mains crochues qui vous encerclent, qui vous agrippent. Et tout d'un coup, on se retrouve embarqué sur une autre planète. On va faire... Au fil des récompenses, Kala a su devenir la complice du petit garçon, son indispensable moitié, celle qui le sort de sa bulle. Voilà, on parlait de moments de bonheur, on y est là, Samuel Le Bihan, c'est aussi le récit de l'histoire là. C'est fort, ouais, c'est fort. Oui, effectivement. Donc je pense que c'est l'enfant, il choisit sa récompense, donc il a choisi une histoire et il va accomplir un effort
Mais cet effort va être célébré, va être accompagné et va être récompensé. C'est ça qui amène ça aussi qui la fait progression. progresser. Mais on est tous comme ça, hein, humainement, on est tous pareils. Mais sauf que chez nous, c'est dans le regard de nos parents, leur satisfaction, leur sourire, c'est instinctif. Chez un enfant autiste, ça ne l'est pas. Donc il faut lui apprendre, il faut trouver des récompenses adaptées qui vont lui permettre de reconnecter ensuite avec notre sourire, avec des choses simples. Mais même la lecture des émotions sur le visage n'est pas évidente pour lui. C'est votre travail, ça, Louise Pajot. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes éducatrice spécialisée. Vous travaillez notamment avec l'association Autisme Ensemble 95 dans le Val d'Oise, qui fait partie du réseau Autisme sans frontières. Et vous accompagnez donc au quotidien, comme on vient de le voir, des enfants à domicile ou à l'école dans un atelier qui s'appelle l'Atelier Bleu. Oui, exactement. Comment est-ce qu'on travaille quotidiennement aux côtés d'enfants autistes ? Alors du coup, concrètement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec ma collègue. Tout d'abord, il y a une évaluation qui est faite auprès de l'enfant, c'est très important, pour définir des objectifs qui sont en lien, comme on l'a vu, avec ses compétences, mais aussi avec ses centres d'intérêt. Ensuite... Donc on se dit, voilà où on veut amener l'enfant. C'est ça, voilà. Donc ça va être des domaines comme la communication, l'autonomie, la scolarité, l'apprentissage scolaire, des domaines tels que les tâches quotidiennes, le ménage, laver la table, se brosser les dents, s'habiller, se déshabiller. Donc, on va fixer des objectifs. Et pour arriver à ces objectifs, quels sont les moyens que vous utilisez ? Alors, du coup, moi, je travaille avec l'approche ABA. Donc, on le voit aussi notamment dans le film. Dites-nous peut-être un mot de cette approche. Oui, alors du coup, l'objectif vraiment de l'ABA, c'est centré sur les comportements de l'enfant. Oui. Notre objectif, notamment les analyses du comportement, c'est d'analyser la fonction des comportements. C'est-à-dire, on le voit à un moment dans le film, Gabriel, il ne veut pas manger ses spaghettis. Il se met à crier, il se met à taper, voilà, il a un trouble du comportement. Donc, quelle est cette fonction ? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas faim ? Est-ce que c'est parce qu'il veut obtenir quelque chose ? Il veut manger autre chose ? Est-ce que c'est parce qu'il a mal ? Donc, nous, on va chercher la fonction du comportement. Pourquoi il a ce comportement-là ? Et suite à cela, on va mettre en place des procédures spécifiques. C'est-à-dire, par exemple, dans ce cas-là, ça peut être des outils de communication adaptés. Le PEX, la tablette, la communication verbale, la communication par geste. Voilà, il y a un nœud et on cherche à dénouer le nœud. C'est ça en quelque sorte. On cherche à réduire les comportements qui sont non fonctionnels, qui sont néfastes à l'enfant et qui ne permettent pas l'apprentissage et son autonomie. Et on cherche à augmenter, à contrario, les comportements qui sont adaptés, c'est-à-dire les comportements de communication, les comportements d'apprentissage scolaire. Combien de fois par semaine, alors vous allez me dire ça dépend des enfants j'imagine, mais au global, combien de fois par semaine, si on peut faire une moyenne, vous voyez les enfants et vous les accompagnez dans ce travail ? Alors du coup, mon emploi du temps est assez complexe parce qu'il se veut inclusif. Du coup, j'accompagne un enfant à l'Atelier Bleu. L'Atelier Bleu, c'est un regroupement d'accompagnement individualisé. Donc, je l'accompagne 2 fois par semaine. Et je l'accompagne aussi également à l'école. Des journées entières, 2 fois par semaine ? Alors, des demi-journées. Des demi-journées. Et à l'école, c'est 2 demi-journées par semaine. Donc, c'est une école ordinaire ? Oui, c'est une école ordinaire. Vous êtes avec lui du matin au soir, enfin tout le temps de l'école ? Alors, c'est des demi-journées aussi, donc de 9h à midi exactement. D'accord, donc dans la cour de récréation ? Oui. En classe, à la cantine. Les activités périscolaires. Bien sûr, bien sûr. Et vous voyez vraiment l'évolution des enfants au fur et à mesure de ce travail ? Oui, complètement. Pour vous citer un exemple, j'ai accompagné un enfant aussi à domicile. Au tout départ, Gaëtan, qu'on voit derrière. Avec vous ? Voilà, qui était avec moi. Cet enfant-là, quand j'ai commencé, il avait environ 4-5 ans. Oui. Mes premiers objectifs, c'était de la communication et c'était apprendre à demander de l'aide. Donc, quand il est en difficulté sur un jeu, il n'arrive pas à visser, il n'arrive pas... Donc, lui apprendre à me dire dévisse, répare, etc. Cet enfant, au départ, il pouvait pleurer, jeter son jeu, s'énerver. Donc, moi, je lui ai appris, je lui ai montré comment faire. Donc, aide-moi, ouvre, répare, etc. C'était mon premier objectif. Puis quand ça a été acquis pour lui, mon deuxième objectif, ça a été qu'il puisse m'interpeller. Donc j'étais dans la pièce avec lui, je me tourne, Louise, répare, construis. Et puis ensuite, il a su m'interpeller, je me suis mis dans une autre pièce. Il est venu me chercher. Et maintenant, avec cet enfant-là, ce que je travaille, c'est les habilités sociales plus complexes, tout ce qui est communication, avoir une discussion avec l'adulte, répondre à des questions, continuer une discussion. Donc ça, pour moi, c'est une belle évolution. Il y a l'accompagnement au quotidien avec les enfants ou de façon hebdomadaire, et puis il y a l'accompagnement aux familles, puisque j'imagine que c'est un rôle aussi particulier, ce travail que vous faites. Alors, pour le soutien des familles. Bien sûr, comme je suis au domicile, je vois les familles régulièrement. Oui.
Mon objectif premier, tout d'abord, c'est aussi de montrer aux familles l'évolution de l'enfant. Donc, rendre des comptes, qu'est-ce que j'ai fait avec lui aujourd'hui, comment je l'ai fait. Ça passe aussi par, donc, nous, dans notre approche, on évalue beaucoup l'enfant, donc on a des tableaux, on a des graphiques, on voit son évolution. Et donc ça, c'est le montrer aux familles pour voir l'importance de la prise en charge et l'importance de l'accompagnement. Et puis après, ça va être aussi donner des petits conseils quotidiens, effectivement, sur la façon de guider l'enfant. Oui. Voilà. C'est ça la clé. Merci pour ce témoignage et ce récit d'expérience, pardon, mais c'est vrai que ça nous permet à chacun de mieux comprendre comment ça se passe au quotidien. Et on voit très bien que c'est ça la clé, Claire Compagnon, c'est d'avoir un auxiliaire de vie scolaire pour chaque enfant. Ce serait ça l'idéal. Alors, tous les enfants n'ont pour ceux qui peuvent aller à l'école, ils ont besoin d'un accompagnement. Alors ça passe par ces auxiliaires dans la vie scolaire, mais ça passe aussi par des classes où il y a un certain nombre de professeurs. On a beaucoup développé ces dernières années des dispositifs très très solides, très encadrés pour permettre à ces enfants de rentrer dans les apprentissages et d'améliorer leurs apprentissages. Parce que l'objectif vraiment, c'est de leur permettre d'aller à l'école ordinaire et d'y rester. Et donc il faut mettre en place tous ces moyens en termes de soutien psychologique, éducatif, rééducatif. Et puis, cette entrée dans les apprentissages, elle suppose des enseignants formés à la question de l'autisme et soutenus dans leur métier. Mais, Claire Compagnon, il faut en avoir les moyens, parce que je crois que ce n'est pas votre cas, Émilie, c'est vrai que ça coûte cher, il y a un reste à charge pour les familles qui est important. Alors justement, on a développé ces dernières années, et c'est tout le travail que je fais aujourd'hui, c'est développer des moyens supplémentaires pour solvabiliser toute cette offre de services qui doit être mise en place autour et avec la famille. Et donc aujourd'hui, ce qui n'était pas possible... À terme, c'est que ça coûte le moins possible. Il y a de plus en plus d'interventions qui sont aujourd'hui totalement remboursées aux familles. On l'a développé pour les enfants entre 0 et 6 ans. À partir du 1er janvier 2021, ce sera pour les enfants entre 7 et 13 ans. Donc voilà, on est dans une progression très très forte des moyens qui sont donnés aux familles pour accompagner leurs enfants. Et puis, parce que je crois que c'est aussi très très important, il nous faut absolument aider les familles dans tout cet accompagnement pour elles-mêmes, parce que vous l'avez dit l'un et l'autre, à quel point c'est compliqué, à quel point ça peut déstabiliser des parents, mais aussi toute la fratrie. Alors, on pourrait en parler encore longtemps, le temps qui nous est imparti est malheureusement terminé, il nous reste simplement quelques secondes. Moi, je voudrais simplement dire, à titre personnel, que ça fait un certain nombre d'années qu'on suit cette problématique de l'autisme sur France Télévisions, voilà, parce que c'est un sujet aussi qui nous tient à cœur et on pense que c'est aussi notre rôle de service public de faire bouger les lignes. Et c'est vrai que les choses progressent quand même. On peut être assez optimiste ce soir. Les choses progressent, d'année en année, ça progresse, même si les difficultés sont encore là. Samuel Le Bihan, peut-être pour terminer en quelques secondes, pour tous les gens qui nous regardent et qui seraient un peu désemparés, désabusés face aux troubles de leurs enfants, quel message vous avez envie de leur délivrer ce soir ? J'avais envie alors si vous me permettez, j'avais envie de rebondir sur ce qu'on disait. On parlait de l'inclusion pour ces enfants et que ça leur permet de progresser, mais je crois que ça fait aussi progresser tous les élèves de la classe. Oui. Je crois que ça appartient au vivre ensemble, c'est l'expérience de la différence, l'expérience de la tolérance, l'expérience de la chance qu'on a aussi d'être en pleine possession de ses moyens intellectuels, physiques. Très jeune, à l'école, on comprend, on identifie ce qu'est le handicap, et je crois que ça améliore aussi notre société. Donc l'inclusion, c'est aussi un travail global. Bien. Et donc le message, si jamais le passé, c'est pas rester dans l'isolement, partager. Et aujourd'hui, le gouvernement a envie. Donc profitons-en, poussons les choses et sollicitons-le et avançons et proposons des choses. Bien, et on continuera à faire des émissions aussi pour vous accompagner et faire bouger les lignes. Merci infiniment. Merci à tous. Merci Samuel Le Bihan. Je rappelle le titre de votre livre qui ressort donc en poche, Un bonheur que je ne souhaite à personne. Voilà, avec la préface de Jean-Christophe Ruffin. On vous retrouve très vite d'ailleurs dans Alex Hugo ? Oui. Ouais, sur les antennes de France Télé, j'en sur parle à France 2. Montagne. Ah, vous repartez à la montagne. Bon, bon tournage. Merci de nous avoir accordé ce moment. Merci à Dorothée Constenoble et Amandine Génic pour la préparation, Philippe Talmont et ses équipes pour la réalisation. Merci à France TV Studio et aux équipes techniques de France 2. Et merci à vous surtout pour votre fidélité pour ces grandes soirées continues. Bonsoir.